Vous écoutez Lire du Dire, émission littéraire mensuelle diffusée sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. Lire, L'-I-R-E, comme colère, mais aussi comme parole, qui dénonce et qui rassemble autour de la littérature, parce qu'elle est le langage du monde. Je reçois aujourd'hui Guillaume Basquin. Bonjour Guillaume. Bonjour Carole. Guillaume Basquin est auteur, éditeur, critique littéraire. Il a tenu une chronique sur Mediapart. Il collabore au site de critique de poésie recours au poème Zone Critique, sur Libre Critique également, En attendant Nado, L'Infini, Art Press, Trafic et la règle du jeu. Mais il est et aussi et surtout éditeur, parce qu'en mars 2015, il décide de fonder les éditions Tinbad, en référence à Tinbad de Taylor, de Joyce, dans Ulysse, avec sa compagne Christelle Mercier. Il a publié divers livres, les siens, en plus de publier ceux des autres. Il a publié le film à l'heure de sa reproduction numérisée, ce qui est un livre qui s'appelle Fondu au noir. Il a publié Jean-Jacques Schul, Du dandysme en littérature, Jacques Henrique, Entre images et texte, et le livre de papier, son 4e livre. Mais surtout, je le reçois aujourd'hui pour son dernier livre, paru chez Tinbad, chez lui, L'histoire splendide. Alors, on va commencer directement. Je te demande, est-ce que tu peux évoquer l'histoire splendide et les raisons pour lesquelles tu as écrit cet imposant livre, imposant dans tous les sens du terme, la taille et puis le contenu également. Alors, après livre de papier qui était assez radical et pour lequel j'avais eu pas mal de très bonnes critiques littéraires, on m'avait dit, et je m'étais dit aussi, mais comment faire un autre livre après celui-là qui était écrit après Paradis, après H de Philippe Solers, après Ulysse de James Joyce, c'est-à-dire sans ponctuation, sans alinéa, sans majuscule. C'était un flux de conscience intérieure, de montage intégral. Et je me disais peut-être que finalement ça suffit, peut-être c'est mon dernier livre, j'en savais rien. En tout cas, j'ai des carnets de notes comme Jean-Jacques Schul que j'admire beaucoup, et j'ai des petits carnets de tout format. Ça peut être même un ticket de métro, et je prends des notes sur tout ce qui traverse le monde et tout ce qui me traverse. Ça peut être n'importe quoi, le terrorisme, une note de lecture, de la météo, le temps qu'il fait, les voyages que je fais pour mon autre travail. Et je ne savais pas quoi en faire. Ça faisait 5 ans que j'avais des carnets de notes. Et puis, il y a eu le confinement qui est arrivé. Même avant ça, la fermeture des librairies comme commerce non essentiel. Je crois que c'était le 13 mars 2020, parce que je rentrais de voyage de Pointe-à-Pitre. J'ai acheté une cartouche de cigarettes et j'ai trouvé ça tellement dingue que je me suis dit, je vais commencer un journal de confinement et noter tout ce qui arrive dans le monde, surtout de façon médiatique, et dans le monde entier, dans toutes les langues, enfin certaines langues, disons l'anglais, français, et noter tout ce qui se passe de délirant, d'espèce d'hypnose collective à celui qui terrorisera le plus le monde. Et puis, je savais à ce moment-là que Rimbaud avait écrit une lettre où il parlait d'un ouvrage, L'histoire splendide, qu'il n'a pas eu le temps de mener à bien. Et avant de choisir ce titre, mes notes s'appelaient Nouvelle histoire du monde. Alors, Nouvelle histoire du monde, c'était pas très bon comme titre. C'était un peu quand même pour répondre, et même comme réponse au sens musical, à des livres très prétentieux de Harari, Yuval Harari, qui prétend réduire l'homme à une statistique. Alors, ça s'appelle Homo economicus, Homo sapiens, Homo je sais plus quoi. C'est des livres qui se vendent à des millions d'exemplaires, que toute l'oligarchie mondialiste lit, achète et promeut. Et l'homme est une statistique chez lui. Je sais même qu'il remet en cause, par exemple, l'existence de Jésus, etc. Donc, c'est un pur produit de la technique, de la volonté technique qui veut éradiquer la métaphysique. Et c'est pour ça qu'il promeut l'intelligence artificielle jusqu'au bout. Et quand j'ai su qu'il avait tant de succès et que c'était vraiment très, très faible au niveau même
philosophique, métaphysique, etc. Enfin, de la vulgarisation. Je me suis dit, je vais lui répondre, mais en intégrant toute l'histoire du monde, tous les arts, y compris la philosophie, et en partant de la métaphysique, c'est-à-dire de la Bible, de l'Ancien Testament, parce qu'il va presque nier l'Ancien Testament tant qu'on y est, alors qu'il habite en Israël, c'est un peu bizarre, mais enfin, la volonté de technique, c'est pas un paradoxe près. Non. Et je me dis, mais c'est l'histoire splendide, en fait. Et pourquoi l'histoire splendide? Alors, je vais lire un tout petit extrait de cette lettre que le poète Jean-Pierre Bobillot a analysé dans un texte dans notre revue Les Cahiers de Timban. Alors juste, il faut que je la retrouve. Voilà. Donc c'est une lettre du 16 avril 1974 adressée à Germain Nouveau. Donc, il s'adresse dans la lettre, je prends en cours la lettre. En vue de la composition d'un ouvrage en livraison, donc il prévoyait plusieurs volumes, ambitieux, avec titre L'Histoire splendide, sorte d'histoire universelle vulgarisée, mais dont le descriptif exalté ne laisse pas d'évoquer qu'est-ce pour nous mon cœur, mauvais sang ou certaines illuminations. Ce serait une série indéfinie de morceaux de bravoure historique enchaînant batailles, migrations, scènes révolutionnaires. Alors, scène révolutionnaire, il se trouve que dans mes notes, j'avais beaucoup de notes sur la terreur politique à travers les âges, la terreur après la Révolution française, terreur communiste, terreur Khmer Rouge, et puis est venue la terreur sanitaire au moment du confinement, et je me suis dit, je vais témoigner de cette terreur sanitaire telle qu'elle se met en place. Tout à fait. Et puis, Histoire splendide, ça correspondait très bien aux diverses notes que j'avais, puisque scène de bataille. Aujourd'hui, c'est plus des batailles dans le sens ancien du terme, mais on va dire que ce sont des batailles économiques. Ou médiatiques, c'est-à-dire qui passent à terreur par l'image. Ouais. Ce qu'on a vécu pendant les confinements, les chiffres, la peur insufflée aux gens. Ouais. Et puis, j'ai décidé de le faire en plusieurs chapitres pour que ce ne soit pas ennuyeux, qu'il n'y ait pas que ce journal de confinement qui aurait réduit mon livre à quelque chose de, finalement, qui aurait peut-être mal vieilli et qui aurait été confiné dans le temps, dans un certain temps. J'ai commencé par le commencement, donc contre justement Harari, la Genèse. Donc le premier chapitre s'appelle « Au commencement ». Et donc, je ne commence pas par « au commencement était le verbe », mais j'invente autre chose. Et c'est aussi la jeunesse d'un écrivain, puisque comme je suis très peu connu, je raconte ma jeunesse. J'espère avec un peu d'humour, d'ironie et de distanciation, en détournant pas mal des premières phrases de tous les chapitres de la Bible que j'ai chez moi, pour commencer par la création métaphysique du monde et de moi-même comme écrivain. Ensuite, le deuxième chapitre, c'est 1000 romans. Alors, il se trouve que pendant tous ces confinements, on avait quand même beaucoup de temps libre et j'avais dans ma bibliothèque des livres essentiels et radicaux de l'histoire mondiale de la littérature, mais que je n'avais pas eu le temps de lire par manque de temps. Alors, j'ai lu 1000 plateaux de Deleuze et Guattari, que j'ai trouvé absolument remarquable. Et je me suis dit, avec mes fragments, mes notes et des notes nouvelles, je vais faire 1000 romans, chaque fragment étant un petit roman. Et puis, évidemment, j'adore Nietzsche. Donc, tous les livres de Nietzsche sont écrits en fragments et ça permet une grande souplesse, en fait, de passer d'un sujet à l'autre sans que ça choque. Et on peut tout se permettre avec ces fragments. Et comme, évidemment, Deleuze et Guattari étaient là, en dessous, pas loin, ça permet de penser en rhizome ensuite, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas comme un arbre avec ses branches qui va vers le haut. En rhizome, il y a des racines cachées et on peut connecter n'importe quel fragment à n'importe quel autre avec un jeu caché de références et d'échos que, en tout cas, moi, je maîtrisais. Le lecteur, il faut qu'il se démerde dans ce labyrinthe. Il faut qu'il cherche. Est-ce que tu veux pas nous lire un extrait de l'Histoire splendide, comme ça nos auditeurs pourront après, quand on en parlera, avoir une idée aussi.
Alors, je vais lire le 4e chapitre qui s'appelle « Journal de confinement ». Juste, je vais lire le sous-titre du journal de confinement. Parce que tous les sous-titres sont importants dans ce livre. Donc, le sous-titre, c'est « Le présent est incurable ». C'est un chapitre déponctué parce que, comme j'estime que la crise Covid-19 est une crise des communications instantanées, c'est-à-dire comme un délire des communications instantanées, en fait. Sans ces communications instantanées, ça n'aurait jamais pu se passer de telle façon. Ça a été exaspéré jusqu'à l'hystérie de celui qui serait le plus terroriste, en fait. Et ça a marché. Oui. Donc, pour tout coller ensemble, tout ce qui se passait dans le monde, il faut pas de ponctuation parce que si ça ralentit, ça ne va pas assez vite. Alors, je vais lire deux pages et demie. Mettre en scène, page 314. Mettre en scène l'anxiété, la stimuler par des statistiques partielles et cumulatives, en appeler à l'affect si facile à maximiser qu'elle a peur, la répandre intensément par une inflation médiatique obscène est une stratégie classique pour faire avaler le tout sécuritaire, réduire les sorties à 1 kilomètre de chez soi, interdire les espaces naturels sans risque aucun de contamination, proscrire tout plaisir pourtant inoffensif et sanctionner les soi-disant incivilités virales est un indice ténu mais probant d'une volonté à peine déguisée de fort, entre parenthèses, mater la population. Je supprime tous les jeux sauf le buffle. Ça, c'est une transition qui est en italique, qui permet au lecteur de mettre son marque-page et de souffler. Pour moi, j'irai plus loin que lui. Cet épisode démontre que le nouveau fascisme ultra-hygiéniste et sécuritaire n'est pas moins dangereux pour les libertés fondamentales que le précédent du XXe siècle. Allô, Pasolini, qu'en pensez-vous ? Ce nouveau fascisme de la société de consommation vous plaît-il plus ou moins que l'ancien ? I speaking. Quand on compare notre temps à celui du choléra, pendant la Révolution française, décrit par Chateaubriand, on comprend qu'à la rage dionysiaque de dépenser sa vie a succédé la trouille universelle de l'épargnant à livret A, qui a troqué la dépense contre les promesses fallacieuses d'un taux, d'ailleurs, toujours plus diminué. Changement de bobine magnétique. Fabrice Adjadj vient de poster la 3e partie de son cycle de conférences « Entre la peste et le corona, l'épidémie des chiffres ». David et Covid. Il nous rappelle que dans le livre de Samuel, le roi David demande qu'on dénombre la population dans une logique de contrôle et de gestion des risques. Samuel 2,24. Procéder au recensement d'Israël et de Juda. Visiter toutes les tribus d'Israël. Recenser les gens, que je sache combien ils sont. Juste après ce comptage, 800 000 guerriers pour Israël, 500 000 pour Juda. Les 12 tribus d'Israël sont frappées d'un grand fléau, la peste. C'est une punition divine pour avoir considéré ces créatures d'une seule façon statistique. David est puni d'avoir réduit son peuple à des chiffres manipulables. Mais Seigneur roi, pourquoi veux-tu une chose pareille ? Oui, j'ai beaucoup péché en faisant cela. J'ai agi comme un fou. Yahvé envoie donc la paix sur Israël, à Dan, à Beersheba pendant 3 jours. 70 000 hommes périssent alors. David décide de construire un autel à Yahvé afin de débarrasser les gens de ce fléau. David y offre des holocaustes et des sacrifices de paix à Yahvé, délivre Israël, et Yahvé délivre Israël de ce fléau. La foi, mes amis, notre monde en manque cruellement. D'ailleurs, l'ironie du sort veut que maintenant toute épidémie soit traitée par des dénombrements. Le monde antique et biblique est totalement renversé. Voici les bœufs pour l'Holocauste sacrifiés. Sprechgesang. L'épidémie, c'est-à-dire le virus, qui est le médium numérique, soit une suite de chiffres, ravage la parole et la parole déchoue en peste. Adjadj nous rappelle d'ailleurs qu'en hébreu, parole et peste s'écrivent de façon identique. DBR en hébreu, qui donne après vocalisation dabar ou déber, comme de longs échos qui de loin se confondent, dans une ténébreuse et profonde unité vaste comme la nuit, et comme la clarté, les parfums, les couleurs et les sons se répondent. Trasumanar significar per verba non si poiria. Let the drum strike. Comment ne pas voir aujourd'hui que nous sommes submergés par une avalanche de chiffres, nombre des malades, nombre des morts dans le monde, et par pays, nombre des guéris, etc. Nous sommes face à une épidémie de chiffres. Ce qui mesure cette montée de la vague de l'épidémie, c'est la vague des statistiques qui s'élève comme un tsunami noyant toute autre forme de réflexion. La parole est ravagée par la peste, c'est-à-dire le médium, la mort devient sans phrase.
Nous étouffons, c'est l'asphyxie muette de toute parole. L'épidémie nous fait entrer dans cette folie du calcul des têtes comme l'on faisait du bétail. La parole est en pleine déchéance. Quand la prévision est pleine de chiffres, rien en arabe, il ne reste plus qu'une mort sans phrase, confinée. Fréquence Paris Pluriel 106.3, Lire du dire, émission littéraire avec Guillaume Basquin, éditeur, critique littéraire, auteur, qui vient de nous lire un extrait de son livre L'Histoire splendide. Alors, Guillaume Basquin, on est à l'époque, évidemment, du Covid. Moi, je dis du parce que j'aime pas mettre un virus au féminin. Donc, je suis d'accord avec toi. Je sais pas, mais bon. Et là, tu évoques aussi, dans l'Histoire splendide, Ignaz Semmelweis, qui est un obstétricien hongrois, qui a permis au XIXe siècle de réduire drastiquement le taux de mortalité dans les maternités en imposant tout simplement de se laver les mains. Mais il n'a jamais été cru. Alors pourquoi est-ce que tu le convoques dans ton livre ? Alors, je connaissais cette histoire que Céline, l'écrivain, avait écrit sa thèse de médecine sur Semmelweis. Je ne sais pas si on dit Semmelweis. Moi, je dirais plutôt Weiss, mais c'est peut-être Weiss. Ce livre, j'en avais toujours reporté la lecture parce que je me disais, bon, une thèse de médecine, c'est quand même un peu ennuyeux à lire. Je savais qu'elle était préfacée par Solers. Alors, j'ai jamais été déçu par un livre préfacé par Solers. Alors, pendant le confinement, j'y suis allé, j'ai acheté le livre. Il se trouve facilement chez Tel, collection Tel, je crois, Gallimard Tel. Je le lis. Et là, oh, divine surprise, c'est écrit comme un roman et pas du tout comme une thèse de médecine. Alors, ça passerait plus du tout aujourd'hui. Et j'apprends que Semmelweis, donc, était une espèce c'est un immigré pour la Vienne impériale, puisqu'il venait de Buda, la moitié de Budapest à l'époque. Donc, c'était un métèque par rapport aux Viennois, à la bourgeoisie viennoise. Et il a cette idée, en voyant les grands pontes des hôpitaux de Vienne qui font des dissections de cadavres et qui accouchent les femmes sans se laver les mains, et les femmes meurent en couche à un taux énorme, genre 23% à l'époque. Il a l'idée qu'il y a des humeurs sur les mains qui font que les femmes meurent en couche. Et à l'époque, on ne connaît pas le mot microbe, on n'a pas de microscope pour regarder, c'est juste une intuition. Donc il se dit, on va faire 2 hôpitaux. Un où on va se laver les mains, et l'autre, ce sera l'hôpital test, où on fera comme d'habitude, c'est-à-dire rien. Et là, le taux de mortalité est divisé, je crois, c'est écrit dans le livre, il faudrait vérifier, mais je crois par 8, c'est-à-dire que c'est plus que 2 ou 3% contre 23. Et tout le monde le voit. Ouais. C'est extraordinaire, c'est un progrès fabuleux pour l'histoire de l'humanité. Or, comme c'est un métèque, on refuse sa trouvaille parce que ce n'est pas eux, les bourgeois de Vienne, qui ont trouvé. Et ils se disent, mince, on a du sang sur les mains, on a fait tout ça depuis des années. Et ils cachent en fait ce sang, ils veulent le cacher comme un criminel ou comme un criminel qui cache son crime sous un morceau de terre ou des fois dans un congélateur, un frigidaire. Et ils le font passer pour fou. Donc il est exilé de Vienne, il est dans un hôpital psychiatrique. Et puis tout d'un coup, il sort de l'hôpital, il s'évade, il revient à Vienne, dans l'hôpital où il y a tous les grands pontes. Il va sur une scène de dissection de cadavres, il prend le scalpel et il dit, regardez, pour l'exemple, je vais mourir parce que je vais utiliser un scalpel contaminé. Il se coupe et 2-3 jours plus tard, il meurt de septicémie, je crois, pour l'exemple. Et je crois que c'est seulement 30 ans après qu'on a mis en place sa technique. Je crois que c'est d'abord Pasteur qui lui a rendu hommage, parce que lui, Pasteur, il voit les microbes, il les décrit, il a un microscope. Et ensuite, ça passe par Céline. Donc Solers qui me fait lire Céline, enfin le Semmelweis de Céline. Et ensuite Basquin, donc moi, qui tout d'un coup se dit, mais Raoult, avec sa méthode révolutionnaire à l'IHU de Marseille, c'est exactement la même chose, en fait. Aujourd'hui, on a les preuves. Il vient de publier une étude en préprint là, sur 30 000 personnes. Je crois que ça réduit de 70% la mortalité, son traitement hydroxychloroquine, azithromycine, zinc, etc. Mais comme c'était à Marseille, qu'il a les cheveux longs, qu'il a l'air d'un druide, c'est un métèque pour les Parisiens. Et les grands pontes parisiens ont refusé l'évidence, et ils avaient
avait du sang sur les mains. Ouais, et puis il faut quand même dire que les laboratoires et les grands pontes parisiens se sont fait beaucoup de fric. Oui, tout à fait. N'ayons pas peur des mots. Oui. Il a été menacé très vite par quelqu'un qui était de l'hôpital de Nantes et qui avait des intérêts avec, je crois, Gilead, le grand laboratoire qui voulait nous vendre du Remdesivir et puis ensuite du Paxlovid, je sais pas quoi. Tout traitement qui n'ont jamais marché et qui coûtent 1000, 2000, 3000 euros la dose. Donc la corruption par l'argent a fait que la médecine française a complètement déraillé, comme à Vienne au temps de Semmelweis. Et ils ont du sang sur les mains et pour l'instant, ils le cachent, ils ne sont pas prêts de le reconnaître. Pourtant, les preuves sont là. Et ce n'est pas qu'en France, hein, en Afrique, en Inde. Et donc, pour moi, le parallèle est évident entre Semmelweis et Raoult. Et dans le livre, j'ai tout de suite... mis Raoult très haut et j'espère que je l'ai sauvé pour le futur, pour les historiens. Et dans sa thèse de médecine, là, Céline dit quand l'homme veut faire du bien, en fait, on l'écarte. L'homme ne veut pas le bien, finalement. Il veut le mal avec un M majuscule depuis toujours. Il ne veut pas qu'on lui fasse du bien et on l'écarte, en fait. Et c'est ce qui s'est passé avec Raoult. C'est évident qu'il voulait le bien. Il a fait le bien. Il a sauvé beaucoup de vies, beaucoup de gens. Moi-même, dans la première vague ou un peu après, si j'avais été malade, et d'autres amis, on se disait qu'on irait à Marseille en voiture se faire soigner avant de pouvoir avoir de l'hydroxychloroquine plus tard, quand elle a été réautorisée à la vente, je crois, en août 2020. Et donc, on l'a écarté parce qu'il voulait faire le bien, en fait. C'est récurrent dans l'histoire humaine, c'est dément, mais c'est comme ça. Refuser ça, c'est occulter le réel, en fait. L'homme, il fait le mal et il veut le mal avec un M majuscule. C'est peut-être... Là, si tu veux, j'ai envie de te poser tout de suite la question de savoir que peut la littérature. Alors, toi, tu as écrit, mais que peut la littérature? Est-ce que tu crois qu'il y a des voix encore qui ont été présentes, là, surtout dans cette période critique, mais critique parce que on a été quand même soumis à des lavages de cerveau intenses. On a été montré du doigt quand on voulait pas se vacciner. Enfin, c'était limite, on avait... c'est plus l'étoile jaune, c'est l'étoile Pfizer. Oui, tout à fait. Donc, combien de voix se sont élevées? Qu'a fait la littérature? Qu'ont fait les gens qui sont censés parler? Alors, si on revient un petit peu en arrière, il y a eu des zoos humains à Vincennes pour l'exposition coloniale. Je viens de réviser donc dans le monde diplomatique. Donc je suis précis là sur les dates. 1931. Zoo humain avec une tente avec des gens du Dahomey, etc. Et les seuls à avoir dit n'y allez pas, à s'être révoltés contre les zoos humains, ce sont les revues surréalistes. Donc tous les autres ont dit amen, ont dit c'est bien, allez-y, ou en tout cas n'ont rien dit. Et donc, comme par hasard, les revues les plus radicales du moment, c'est elles qui ont dit non. Et j'ai toujours eu ça en tête, qu'à un moment, l'intellectuel, s'il veut passer à l'histoire, à la postérité, il doit réagir quand quelque chose d'inadmissible se passe. Et la terreur sanitaire, la façon dont ça s'est passé en France, mais pas que, en France, enfin, dans presque tout l'Occident, c'était pour moi inadmissible au niveau traitement humain. On ne laisse pas les gens mourir seuls, etc. Et donc, comme je voyais que presque personne ne réagissait, il y a eu Alain Damasio, qui a fait quelques émissions, mais en même temps, j'aime pas sa littérature, un peu fantastique, avec des noms de personnages toujours un peu bizarres. C'est trop fantastique, en fait, pour être vraiment de la grande littérature, à mon sens. Il y a eu Bernard-Henri Lévy qui a fait un petit texte, ce virus qui rend fou. C'était pas mal. Après, il a plus rien dit. Au contraire, il a même encouragé le pass sanitaire, pass vaccinal, etc. Ça aussi, c'est inadmissible, un pass sanitaire. Oui, tout à fait. Donc moi, j'y suis allé. Je me suis dit, c'est à moi de témoigner de l'horreur politique qu'a été le traitement de la crise Covid-19, qui n'était pas inéluctable, puisque j'ai été en Suède 3 fois, parce que j'avais su qu'eux avaient traité ça d'une façon complètement différente, sans aucune terreur. Et j'ai vu qu'on pouvait vivre normalement et que ça ne changeait rien au bout de 3 ans. Au contraire, leur espérance de vie a continué d'augmenter, à part peut-être sur 2020.
sans faire rien de spécial que protéger les personnes âgées, les personnes très à risque, en leur conseillant de rester chez elles, pendant que nous, toute la jeunesse, on s'immunisait. Et en fait, on pouvait sortir de cette crise qu'en s'immunisant les uns les autres, contrairement à ce qu'on nous a dit qu'on allait se contaminer. Non, non, on va s'immuniser les uns les autres. C'est ce qui s'est passé en réalité. Et en Chine, on le voit bien. Quand au bout de 3 ans, ils se sont dit, bon, on arrête le zéro Covid parce que c'est plus possible, ben, ça a duré 2 mois, ils sont tous immunisés et maintenant c'est fini. J'ai vu, ils sont quasiment à zéro en Chine. Donc c'est ce qu'il fallait faire dès le début, calmement, mais en expliquant aux gens. En Suède, ils ont expliqué aux gens, celui qui gérait la crise, j'ai vu ces vidéos, et les gens, ils ont accepté qu'ils allaient s'immuniser. Ça change tout. Nous, on disait, vous allez vous tuer les uns les autres. Il y a de quoi, effectivement, avoir peur. Tandis qu'en Suède, ils ont dit, non, vous allez vous immuniser les uns les autres et ça va passer. C'est ce qui est arrivé. C'est ce qui est arrivé, effectivement. Alors, est-ce que tu veux bien nous lire un autre extrait, un autre passage de ton livre « L'histoire splendide ». Et puis, moi, je vais lire l'épigraphe, qui est une épigraphe tirée de Nicolas Machiavel. Alors, tu n'as pas mis le nom de l'œuvre. Une épigraphe, c'est une petite phrase qui est en début des livres et des chapitres. « Celui qui contrôle la peur des gens devient le maître de leurs âmes ». C'est le début du chapitre de journal de confinement. Au début était le virus, tout près du Big Bang. Clap. Juste après, la vie a commencé. Comme ça, c'est sûr, par la réplication des virus. Il y en aurait d'ailleurs entre 1,7 et 40 millions par mètre cube d'air, en fonction des saisons et de l'hygrométrie ambiante. Ce chapitre, Proba Possible Prolegomena to Ideal History of COVID-19, sera composé des 150 pensées simples composant les 34 journées de crise du Covid-19 de mars et avril 2020, remplies par la narration sans filer ni repentir, car « Ideal present alone produces real future », véritable contre-texte de ce qui se passa dans le monde, auquel seront entremêlées mes réflexions scandaleuses en forme de journal pendant ce mois et ces 4 jours-là. Le son seul. Agnès Buzyn, au début de la crise du coronavirus, il ne passera pas les frontières. Je note que son mari, Yves Lévy, est PDG de l'INSERM et qu'elle était brillamment absente lors de l'inauguration en mars 2018 de l'IHU de Marseille. 11 mars, son plus image, non synchrone. On commence à voir fleurir sur les murs de Facebook un extrait du roman de Camus, La peste, destiné à nous faire culpabiliser à mort. Nous, sales ennemis du genre humain entier, qui n'aurions pas encore compris qu'on va tous y passer et que, croyant encore y échapper pour telle ou telle raison, nous ne nous sentons encore obligés de rien, etc. On voit bien ici l'odieux chantage humanitaire qui se profile là. Vous, les forts, si vous ne sacrifiez pas votre liberté et vos activités, vous allez tuer les faibles, les malades et les vieillards. The idiot speaking. Dans cette crise, on assiste à un très fort antagonisme entre la gauche, finalement encore stalinienne, et la droite libérale, c'est-à-dire entre les assistés et les forces vives de la nation, entre les fonctionnaires retraités, les entrepreneurs, ou encore entre les vieux et la jeunesse. Flash forward. On verra plus tard dans ce chapitre que cette maladie grave, mais en grande partie imaginaire, dite Covid-19, ressemble beaucoup à la rhinocérite de Ionesco, Jump Cut. Le 11 mars 2020 est donc le jour où j'ai choisi de prendre mes distances avec les réseaux sociaux qui rendent complètement dingue et empêchent toute réflexion personnelle. Rappelons tout de même qu'au VIe siècle, et à cause d'une épidémie de peste venue d'Orient, d'1 million d'habitants, Rome s'est vu ramener à 20 000 têtes. Là, on put alors vraiment parler d'un monde d'après. Et ce fut l'effondrement de la civilisation romaine. 12 mars, clap de synchronisation du son avec l'image. Emmanuel Macron annonce que tous les commerces non indispensables vont être fermés jusqu'au nouvel avis. Gros coup sur la tête. Les livres ne seront pas des biens de première nécessité. Sur Facebook, la plupart des intermittents du spectacle sont morts de trouille. Ils y croient. C'est le retour des grandes épidémies, quasi la peste noire, Bocas, Redux. Certains prédisent l'apocalypse, Players, Your Patmos. En mon nom personnel, malgré elle, s'il le faut, je viens contrer avec une volonté indomptable le présent hideux de cette humanité connectée pleurarde, car à la fin du monde, seul le livre se finit. Oui, je veux proclamer l'espoir au temps du corona, et c'est avec ma plume que je foulerai les stances aigres de leur scepticisme qui n'a pas lieu d'être. Jump cut.
chanter les douleurs, les tristesses, les mélancolies, la mort, l'ombre, le sombre, etc. C'est nous vouloir à toute force regarder que le puéril revers des choses. Le spectateur d'aujourd'hui s'est métamorphosé volontairement en femmelette. C'est la grande tête molle de notre époque, toujours à pleurnicher. Fréquence Paris Pluriel, vous écoutez Lire du Dire sur 106.3 et je suis avec Guillaume Basquin, auteur pour L'Histoire splendide, son dernier livre. Et puis, il est également critique littéraire et éditeur. Et Guillaume, j'aimerais cette activité d'éditeur, qu'est-ce qui t'a poussé à monter Tinbad et qu'est-ce qui aujourd'hui dirige ou guide tes choix d'éditeur? Ce qui m'a poussé à devenir éditeur, c'est les difficultés à publier livres de papier, pour les raisons que j'ai exposées tout à l'heure, c'est-à-dire pas de ponctuation, pas de chapitre, pas d'alinéa, pas de majuscules, et mélange des langues, un petit peu comme ce que je viens de lire. Sans avoir un nom d'auteur déjà très connu, j'ai assez vite vu que ce serait impossible de le faire publier tel qu'il était écrit. J'ai vu des bons éditeurs qui me disaient mais il faudrait mettre des notes de bas de page là où il y a de l'anglais ou de l'italien, alors que non, c'est un livre sur la vitesse et on ne peut pas le ralentir. Là, c'est pareil, il y a des choses que plein de gens ne vont pas comprendre dans ce que je viens de lire, mais ce n'est pas grave. Je dois aller à la même vitesse que les réseaux sociaux et que les réseaux médiatiques, et même aller encore plus vite qu'eux. Et donc, comme je voyais que ce serait très compliqué à publier, les éditeurs ne voulaient même pas le lire et refusaient de le lire ou de le prendre. Le seul qui l'avait vraiment lu, c'est Paris Expérimental, qui a été édité mon premier livre, Fondu au noir, mais il faisait que du cinéma. Et il m'a dit, je serais prêt peut-être à monter une collection littérature que tu dirigerais toi. Il a corrigé le livre, il m'a aidé aux corrections de l'italien. J'avais fait des fautes en recopiant Dante. Même si c'est du vieil italien, il les a vues, donc il est très fort en italien. Sa femme est italienne. Et puis, il a renoncé parce que sa femme a eu un cancer et est morte très vite. Et il a dit, j'ai plus la force. Et là, je me suis retrouvé... J'étais très proche du but et tout d'un coup, plus rien. Alors, un autre ami m'aidait et il connaissait malheureusement presque que des éditeurs de cinéma. Donc, les éditeurs de cinéma, ils ne vont pas éditer un livre de littérature radicale. Non. Et puis, il avait un ami à Arles qui devait monter... moi j'avais compris, qui avait monté une maison d'édition. Il s'appelle Cyril Huot. Et il me demande d'envoyer le manuscrit. Donc j'envoie, il est ultra enthousiaste. Et il me dit, malheureusement, j'ai renoncé à monter ma maison d'édition parce que je n'ai pas trouvé de diffuseur. Alors, entre parenthèses, il a bien fait parce qu'une maison d'édition sans diffuseur, c'est la catastrophe économique assurée. Les livres ne sortent pas des hangars et des cartons. Alors du coup, très dépité, je lui dis, mais si vous vouliez monter une maison d'édition, vous aviez des choses à publier, j'imagine. Il me dit, oui, j'ai un livre aussi assez radical, Le Spectre de Thomas Bernard, ça s'appelle, qui était écrit avec des très longues phrases, qui faisaient plus d'une page, et qui a été presque accepté chez Gallimard, mais il voulait qu'il coupe, qu'il fasse des phrases plus courtes et des chapitres, ce qu'il a refusé, et il a eu raison du point de vue de l'art. Et il se retrouvait aussi avec un livre radical sur les bras. Et là, je me suis dit, ça s'est imposé à moi, mais c'est le hasard. Je n'ai jamais voulu être éditeur. C'est moi qui vais éditer son livre et le mien. Et puis, comme on n'était connus ni l'un ni l'autre, que j'avais aussi un manuscrit sur Jacques Henrique, que tu as cité tout à l'heure, Jacques Henrique entre images et textes, qui avait des difficultés d'édition aussi, parce que ces éditeurs ne voulaient pas de livre sur lui à l'époque, en 2015, je me suis dit, on va commencer par cet essai sur Jacques Henrique et une republication de son livre le plus beau, à mon avis, et le plus expérimental aussi, Carousel, de 79, époque telle quelle. Et là, je me suis dit, ça va faire connaître la maison. Carousel, tel quel, un des plus beaux livres tel quel, Jacques Henrique, Art Press, Catherine Millet, même si c'est juste sa femme. Et puis un essai sur lui, on va se faire connaître. Alors on ne peut pas dire qu'on se soit vraiment fait connu à l'époque, mais peu importe, ça a lancé une maison d'édition qui faisait de la littérature expérimentale, parce qu'il n'y avait plus de place pour la littérature expérimentale, pour des noms pas déjà faits. Est-ce qu'il y en a aujourd'hui, d'ailleurs ? Il y avait
Aldante, Ouais. mais je crois qu'ils sont presque en faillite. Ouais. Il a arrêté, il était fatigué. Alors, il y a encore les titres qu'on peut trouver aux presses du réel en diffusion, mais je crois Ouais. qu'il n'y a presque plus rien. Mm. Il y a l'atelier de l'agneau, mais je ne Ouais. connaissais pas. À l'époque, c'est très peu connu. Quand on n'est pas dans le milieu des éditeurs, on ne connaît pas l'atelier de l'agneau. Malheureusement pour elle, puisque C'est Françoise Favretto. parce que c'est une très bonne éditrice, mais on ne la connaît pas quand on ne fréquente pas les salons de littérature, Non. de l'autre livre. Sinon, c'est une éditrice de littérature expérimentale, mais il y en a très très peu. Il y a plein de pages, mais pareil, on ne connaît pas quand on n'est pas dans le milieu des éditeurs, qui font plutôt des petits livres. Françoise, elle fait des petits livres aussi. Moi, livre de papier, puis Le Spectre de Thomas Bernard, c'était des gros livres. Donc je me suis dit, je vais créer une maison d'édition pour donner un espace de liberté à la littérature expérimentale. Et t'appelles quoi expérimental? Est-ce que toi, tu cherches justement des voix qui osent être ailleurs que dans l'attendu, quoi, médiatique ailleurs que dans le roman, ça c'est sûr. Ouais. On a très rarement publié du roman, sauf peut-être Marc Pierret, mais c'était une signature qui avait publié chez Vertical, et puis c'était aussi un conteur hors pair, et j'aime aussi bien sûr les écrivains qui comptent et qui sont forts là-dedans. Mais en dehors de lui, on n'a jamais fait ce qu'on appelle du roman. On a toujours fait quelque chose que j'emprunte à Gérard Genette, c'est-à-dire qu'au lieu que le livre soit l'écriture d'une aventure, le livre est l'aventure d'une écriture. C'est ça qui, en tant qu'éditeur, m'importe, c'est que je vois est-ce que cette écriture-là, c'est une aventure ou pas? Et si c'est du tout venant, alors non, de toute façon, ils trouveront facilement d'autres éditeurs et peut-être des grands éditeurs, et tant mieux pour eux. Tandis que chez Timbad, il y a le niveau d'exigence, il faut que je vois ou que j'entende l'aventure d'une écriture. Et tu penses que les grands éditeurs ne prennent plus de risques? Ah non, ils ne veulent plus ça. Veulent plus. On voit que les auteurs s'auto-censurent. Des gens comme Philippe Soler, Jacques Henrique, malgré toute l'admiration que j'ai pour eux, on voit qu'ils se sont auto-censurés avec les années dans leur écriture. Ça veut dire quoi, auto-censurés? Ils ont lissé leur... Oui, ils ont lissé. Puis les livres se vendaient mal. Je ne savais pas, avant d'être éditeur, évidemment, que tel quel se vendait mal ou très mal. C'était célèbre, mais ça se vendait déjà mal à l'époque, alors qu'il y avait beaucoup plus de lecteurs qu'aujourd'hui, parce qu'il y avait les universitaires ou les étudiants qui achetaient des livres. Aujourd'hui, les étudiants n'achètent plus de livres, ils vont en emprunter à la bibliothèque ou ils les lisent gratuits sur Internet en PDF. Donc c'est compliqué sans le public étudiant, disons, en littérature. Les livres n'ont pas de public aujourd'hui, c'est tout petit. C'est les écrivains entre eux qui se lisent. Mais en tant qu'éditeur, est-ce que tu vends? Comment ça se passe économiquement parlant et comment tu as survécu, toi, justement, à cette fermeture des librairies? Parce que le Covid, c'est bien connu, tu es dans les pages des livres et... Alors, dans ces aberrations. J'ai un autre métier dont je ne vais pas parler ici parce que c'est personnel. C'est ça qui m'a fait tenir pendant le confinement et qui me fait tenir encore aujourd'hui. Sinon, ce serait en faillite, les éditions Timbad, malheureusement. Mais les pertes ne sont pas trop importantes, ça va. Mais sans autre métier, j'aurais déjà dû fermer comme Aldante, en fait. Est-ce que tu tiens à l'équilibre quand même? Non, même pas. Pas à l'équilibre. J'aimerais bien, mais pour l'instant, j'arrive pas à l'équilibre. Alors là, au mois de mai, on a un nouvel auteur. C'est un petit peu parallèle à la production Timbad, dans le sens où c'est de la philosophie. Donc, c'est pas de la littérature expérimentale du tout, mais c'est de la philosophie du meilleur niveau. Donc, c'est Mehdi Belhaj-Kassem. Ouais. Pour le coup, c'est très politique. Et on espère que là, va y avoir, avec une meilleure diffusion et une meilleure visibilité en librairie, pour tirer tous les autres auteurs. C'est pas seulement pour vendre un livre. Je voudrais que tous les autres auteurs soient tirés par, on peut appeler ça une rockstar des lettres. Ça marche comme ça, tu crois là, Je sais pas, j'espère, mais peut-être que je me fais des illusions. Et puis à la rentrée de 2000 littéraire, ce qu'on appelle la rentrée littéraire, donc août-septembre 2023, j'ai un auteur, L'Infini aussi, qui vient chez nous parce que L'Infini est quasiment terminé à cause de la maladie et la vieillesse de Solaire. Donc c'est Thomas Ravier, un roman, mais alors explosif au niveau musical, on va dire, pour dire vite, célinien, Hamlet Motherfucker. J'en dis pas plus, mais la littérature musicale, extra-musicale, qui c'est aussi une aventure de l'écriture, bien sûr.
Parce que tous les derniers livres de Céline, les 3 derniers, là, c'est de la littérature musicale expérimentale, en fait. Et moi, je vais lire un extrait de « Il y a des choses que non » de Claude Berre, que tu dois évidemment connaître aussi en tant que personne et qu'auteur, qui est une femme, Claude. Et donc, il y a des choses que non. Et c'est Je marche. Son long poème « Je marche ». Je marche dans des égratignures de lointain, entre la ferraille, le béton, le tremblé des enseignes, le reflet des vitres et la chair des passants. Nos histoires emportées par l'histoire comme un banc d'huîtres, les coques déblayées d'un revers de coude. La tombée du jour clignote d'une lumière chiche pendue à son absence. Le bruit des bouches contre la vitre où nous nous tenons debout serrés dans un bus. Immobile, sous le ciel immobile, et en nous le déplacement est continu, disant monde en nous, contenant dans lui, mais sans connaître comment nous vivons, comment il vit, comment nos vies font un, poussant les vantaux et les portes, avec des yeux minéraux dans les pupilles d'un inconnu, et le monde a une tête inconnaissable, un parfum de myosotis, une odeur de moisi, et nous l'énumérons comme un garde-fou, car nous sommes dépareillés et divisés par un cil, enflammés par une allumette, sans place juste, sans compréhension qui ne soit à recommencer au balbutiement. Nous hélons loin à un estuaire de nous-mêmes, jetant aux comètes des vœux de félicité et de pierres à nos faces. Je marche dans des buissons de ruelles, sous le treillis de gaules de tramway et de fils électriques au centre d'avenues ombragées. Et mes doigts sont des branches que la pluie ne plie pas, les feuilles, les mains que j'ai serrées. Le plâtre de nos bouches, nous le régurgitons. L'herbe court plus loin que nos langues, son aigu de fines lames, sa musette de graines minuscules, foulée aux semelles, gaie, mais peu multiplie de nos paroles, postillonnant sur une mer coupée. Je marche à côté d'un enfant privé d'enfance, d'une femme drapée d'un sari, d'un passant pressé, sa tête petite loin des pieds vers lesquels il penche, un regard désorienté et doux dans le bruit de nos pas, le mêlé de nos destins chargés de ressemblances. Vous écoutez Lire du Dire, Fréquence Paris Pluriel 106.3, et je suis avec Guillaume Basquin pour notamment son livre « L'histoire splendide ». Et Guillaume, nous évoquions ton activité d'éditeur. Et puis, est-ce que tu penses que des éditions, une maison d'édition, j'ai pas envie de dire petite, mais qui voudrait prendre de l'essor, son envol, peut vraiment à notre époque? Elle peut trouver l'équilibre, mais elle ne permet pas aux auteurs de vivre de leur littérature, ça c'est évident. Un auteur qui voudrait faire de la littérature expérimentale, il faut qu'il ait d'autres revenus, un autre métier, et qu'il soit libre justement d'écrire comme il veut. Mais on ne peut plus espérer, à mon avis, gagner sa vie en faisant de la littérature de recherche ou expérimentale. Ça, c'est impossible. Ce serait vraiment se fermer les yeux, quoi, occulter le réel. Mais une maison d'édition avec des frais minimums de littérature expérimentale peut arriver à l'équilibre. Oui, il y a différentes aides qu'on peut toucher, soit des fondations, soit le CNL. Les aides des régions, à Paris, c'est intouchable, mais quand on habite en province, on peut toucher ça aussi. Voilà, le tableau n'est pas très optimiste, honnêtement. Non. Mais tout est tiré vers le bas et puis vers le bien aussi. On voit bien que les grands éditeurs font la littérature du bien, qui veut le bien avec un B. Bien-pensance, en fait. Oui, c'est ça. Littérature bien-pensante, et que la littérature qui
qui grattent, ils en veulent pas. Mhm. Ils en veulent pas. Et tu penses que les grandes maisons, enfin les maisons d'édition connues, ne veulent pas de littérature qui gratte? Non. Non? Sauf si c'est à la mode, quoi. Ouais. La littérature sur... Qui dérange, quoi. Et tu penses que pendant la crise sanitaire, effectivement, il n'y a pas de livres comme l'Histoire splendide qui ont été publiés? Non, en littérature, non, à ma connaissance, non. Il y a eu des livres de philosophie, donc Mehdi Belhaj-Kassem, pour moi, est vraiment numéro 1 comme philosophe, à s'être révolté contre ce traitement des hommes comme du bétail, et surtout comme des hommes qui auraient plus du tout de divin en eux, même pas 0,01%, ils sont juste du bétail. Et quand l'homme est traité comme du bétail, on sait où ça peut mener, ça mène dans les camps, ça mène dans les camps sanitaires, etc. Donc voilà, en philosophie, c'est Mehdi Belhaj-Kassem. Il y a eu des livres de médecins, de sciences sociales, comme Laurent Moukeli. Il y a eu des livres de statisticiens, de scientifiques. Mais en littérature, j'en connais pas d'autres que le mien. Il y a eu un poète dont je vais taire le nom. Lui, il a écrit de la poésie au moment du confinement. Il a cru que le confinement mettrait un frein au libéralisme et que c'était génial. Alors, quelle naïveté, parce qu'en fait, avec l'économie numérique, le confinement a permis de tester le tout numérique et ça marche du tonnerre de Dieu pour Absolument, eux, oui, puisque la bourse est remontée plus haut qu'elle n'était avant le Covid, et en particulier le Nasdaq, les valeurs technologiques. Donc, c'était naïf, en fait. C'était une belle idée, mais comme beaucoup de belles idées, c'est naïf, ça ne tient pas compte du réel. Le confinement a profité à l'économie numérique et ils ont presque fait, je dirais, un coup d'État numérique opportuniste. Voilà. En mettant en place plein de systèmes, dont le pass sanitaire, ça profite à des entreprises qui fabriquent ces technologies. Je crois que c'est Thales, ou bien je ne sais plus qui fabrique ça. Et ça leur profite, en fait. On ne se rend pas compte de ça. Il y a eu effectivement plein de moyens de contrôle. Ouais, ils ont testé des choses, les gens ont accepté, et ils pourraient les remettre plus tard, peut-être pour un pass carbone, énergétique, tout ça, pour le bien, bien sûr. Toujours pour le bien, mais en réalité, ça ne fait que détruire les libertés collectives et individuelles et ça fait moins de bonheur au final pour tout le monde. Donc toi, tu as eu connaissance d'autres livres de littérature qui auraient traité ce sujet? Alors là, tout d'un coup, je pense à cette phrase très célèbre de James Joyce, qui est peut-être mon modèle absolu d'écrivain pour son absence, enfin sa probité totale et son absence de compromis. C'est l'histoire est un cauchemar dont il faut se réveiller. Et quand j'ai vu le cauchemar qui arrivait, je me suis dit mais il faut que je me réveille. Je vois que tout le monde dort et je vais me réveiller en écrivant. Et quand je me relis, je vois bien la violence de ce qui est écrit. Cette violence-là, c'est pas moi dans un état normal, n'est-ce pas? C'est moi qui suis enfermé comme un chien. Et donc, ma plume se met à hauteur de la violence politique qu'on m'inflige. Et dans le chapitre le passage que tu as choisi, je vois bien ce qu'il y a. Il y a le salaud ou les 120 journées de Sodome de Sade pour les 34 jours, etc. Il y a Lautréamont, les champs de Maldoror. Il y a des choses comme ça. Il y a Finnegan's Wake de James Joyce, c'est-à-dire les expériences les plus radicales qui soient de littérature. Je m'en suis servi pour me mettre à la hauteur de la violence politique qu'on nous infligeait. Et je crois que c'est pas trop mal réussi. Et surtout que c'est pas que moi, en fait. C'est l'ensemble du corpus littéraire qui ressort que je convoque, qui ressort par moi, revomit quelque part, parce que ce qu'on nous fait vivre est très, très violent. C'est la plus grande violence depuis ma naissance. Je pense pour tout le monde, quasiment. Absolument. À part ceux qui ont eu des violences domestiques, mais comme violence politique, c'était extrême. C'est une sidération et puis un après qui ne peut plus être comme l'avant. Alors, est-ce que tu penses qu'au niveau global, pas pour reposer la même question, mais dans l'avancée de la littérature, c'est-à-dire on voit bien qu'elle a quand même une histoire qui se tient, enfin, on voit les époques, tout ça, bon, l'histoire littéraire, enfin, il se passe quoi là? Est-ce qu'il se passe rien? Ouais. Je vois pas bien. En tout cas, si on regarde chez les grands éditeurs,
je vois rien qui se passe. Non, Il n'y a je pas de passe. mouvement équivalent au On a au, Cyril Coulon, là. nouveau quand même. roman, ou bien T'exagères. un tel quel, ou bien un TXT. Je, je vois rien qui se passe chez les grands éditeurs. Il y a des individualités comme ça, qui passent d'un éditeur à Ouais, l'autre, parce qu'on ne peut pas tout éditer. Les petits éditeurs, on n'a pas de place pour éditer tous les livres d'un même auteur. Et je vois des auteurs qui passent d'un éditeur à l'autre, comme Philippe Jaffeux, Véronique Bergen, mhm, même Mehdi Belhaj-Kassem. Moi, je vais avoir 2 titres à notre catalogue, mais il passe d'un éditeur à l'autre parce qu'il écrit ouais, trop. Je ouais. ne peux pas tout publier. Donc, c'est des individualités qui disséminent leurs textes chez plusieurs éditeurs, parce que les petits éditeurs ne peuvent pas tout faire. Mais dans la grande édition, je ne vois pas de direction et de mouvement littéraire. C'est commercial. Ouais. Mm. Et est-ce que tu penses que la littérature doit, l'écrivain, enfin celui qui essaie de s'emparer du réel pour le montrer aux autres, doit être engagé? Qu'est-ce que ça veut dire littérature engagée? Ou est-ce que toute littérature, dès lors qu'elle existe, est engagée, quoi? Alors, il y a des très grands écrivains qui ne sont pas du tout engagés. James Joyce, par exemple, même si j'ai cité son histoire du cauchemar dont il faut se réveiller, finalement, il ne s'est pas du tout engagé. Il faisait même des blagues. Il disait, il paraît qu'il y a eu la guerre en Europe quand il écrivait Finnegan's Wake à Ouais, Zurich en 1941. Donc, c'était un peu se moquer du monde, mais enfin, c'était lui. Lui, il allait dans son délire verbal de mélanger toutes les langues. Dans Finnegan's Wake, et on ne peut pas lui reprocher. En revanche, il y a un autre versant, c'est quand il y a des grandes crises politiques, là je pense à Georges Bataille, mm. quand il y Ah a le oui, fascisme qui arrive, alors il écrit un essai, Structure psychologique du fascisme, très important. Et il y a eu d'autres personnes autour de lui, donc c'était surréalisme élargi, on va dire. Et je dirais que mon livre, ce serait un peu structure psychologique du covidisme. Il ouais. analyse cette structure psychologique de fabrique de l'opinion, en fait. On nous a Voilà, fabriqué des choses que personne n'avait jamais faites avant, n'avait jamais expérimentées, et c'était expérimental. Le voilà, confinement, ça n'existe pas dans les plans pandémie. On nous l'a vendu comme quelque chose de naturel, alors que personne n'avait essayé ça, si ce n'est la Chine dans certaines régions. Le masque généralisé, personne n'avait essayé, personne n'avait prouvé que ça marchait vraiment, et les études médicales sont pas tellement probantes. Il y a la revue Cochrane qui a fait une méta-analyse, c'est pas très probant. Et imposer à toute une population des choses non démontrées scientifiquement et médicalement, c'est quand même un problème. C'est une expérimentation. c'est un gros problème qui n'a Et, pas interpellé grand monde, hein. On est quand même et d'accord. moi, ça m'a complètement interpellé. J'ai trouvé ça inadmissible. On n'avait même plus le droit d'être en bonne santé. Non, Vous n'avez pas le droit d'être en bonne santé. C'était quasiment ça. Et je dirais que être homme, finalement, ça s'apprend. Homme ou femme, c'est pareil. Je dis homme, humain. humain. Ça s'apprend. Je crois que les religions monothéistes étaient bonnes pour ça, avec les 10 commandements, par exemple, parce que ça ne va pas de soi, sinon on est cannibale. Il y avait beaucoup de civilisations qui étaient cannibales, c'était naturel. Or, le monothéisme juif, judaïque arrive et il a des 10 commandements. Tu ne tueras pas ton prochain, etc. Et finalement, peut-être qu'on a besoin de ces commandements-là pour commencer à être homme. Et je dirais presque, 11e commandement, tu ne masqueras pas ton prochain, sinon on n'est pas vraiment humain. Parce qu'il faut me prouver que je suis contagieux et pour me masquer. Sinon, c'est une intrusion dans mon intimité, une torture psychologique que je trouve inadmissible en fait. Je ne suis pas contagieux, vous n'avez pas à m'imposer une torture psychologique comme ça, jour et nuit. Et que dire de la vaccination? Oui, alors c'est un sujet dans mon livre que je n'ai pas traité parce que j'ai fini de l'écrire trop tôt, Ouais. Bah, en mars 2022. tu peux en écrire un autre, hein. J'ai fait dans le cahier Timbad numéro Ouais. 13, apostille à l'histoire splendide, journal de l'année de la folie vaccinale. Et
je conseille aux lecteurs curieux de le lire. Alors, le titre, La journal de l'année de la folie vaccinale, c'est un détournement d'un livre de Daniel Defoe, le journal de l'année de la peste, la grande peste de Londres. Ouais. Il a écrit un roman, un récit, disons, qui raconte ça, mais après, c'est pas écrit pendant. Moi, là, j'écris vraiment pendant. Hein. Les deux textes, ils sont écrits pendant, jour le jour. J'ai peu coupé parce que je me suis peu trompé, en fait, parce que c'était mon instinct. J'ai beaucoup travaillé, 3-4 heures par jour, je me documentais. Et une fois, je me suis trompé sur l'histoire des femmes enceintes, qui étaient plus à risque que les autres, alors que je croyais que quand on était enceinte, on émettait tellement d'anticorps qu'on était moins à risque. Je me suis trompé, j'ai coupé. C'est pas un livre de provocation gratuit, c'est un livre pour essayer de progresser collectivement, de plus être cannibale, quoi. Tu ne tueras pas ton prochain, tu ne masqueras pas ton prochain, et tout, pour essayer d'être plus humain, quoi. Et tu ne piqueras pas ton prochain avec des cochonneries. Sans son consentement. Voilà. Et en plus, non prouvé. Non éprouvé. On ne peut pas forcer un traitement médical sans le consentement, encore plus quand c'est sous expérimental, non prouvé, en fait. Et ces vaccins n'ont pas du tout marché, et on a forcé les gens. On a empêché ma fille d'aller à la bibliothèque pendant 6 ou 7 mois pour un traitement qui ne marchait pas. C'est inadmissible. Il ne faudra jamais recommencer. Jamais. Sauf qu'effectivement, comme tu le dis, les réductions de liberté ont commencé, et le coup d'État, comme tu disais, je trouve plus le mot numérique a tout à fait fonctionné. Les gens sont prêts, ils sont d'accord. Oui, j'avais une discussion avec des gens très intéressants dans mon village de vacances qui font de la permaculture. C'est génial, la permaculture. Mais quand on parlait d'Harari, eux, ils étaient d'accord avec Harari. Alors là, je commençais un peu à tiquer. Et pourquoi ils sont d'accord ? Parce que Harari, le forum de Davos, tout ça, ils veulent limiter les libertés pour le peuple et pour les gueux, et pas pour eux. Hein. Vous ne me prenez pas, ils vont garder leur jet privé, mais nous, ils voudraient qu'on prenne moins l'avion, ou plus du tout l'avion. Et donc, ces gens-là, ces jeunes qui font de la permaculture, ils sont déjà d'accord. Ils disent, oui, on ne peut plus passer notre vie à se déplacer sur Terre, etc. Donc, ils sont d'accord pour les restrictions de liberté. Et moi, je leur opposais, oui, mais quand même, dans les années 60-70, on sentait la liberté partout. On regarde un plan de À bout de souffle, ou de tous les cinémas du monde, des nouvelles vagues. On sent l'air entre les choses, tout est libre, tout est possible. Et bien, les jeunes aujourd'hui, ils disent oui, mais on ne peut plus vivre comme ça. Ils n'ont plus envie de liberté. Pour moi, c'est stupéfiant et absolument incroyable. D'être jeune et de ne pas avoir envie de liberté, c'est pour moi incroyable et inouï, quoi. La liberté, c'est le bien fondamental. En respectant l'autre, mais oui. Sans liberté, il n'y a rien. C'est l'esclavage. Il faut sortir d'Égypte, sortir d'esclavage. Tout le temps. Chaque génération doit sortir d'esclavage. Sinon, elle ne va rien laisser de bien. C'est pour ça qu'il faut continuer à faire des livres en espérant que les gens puissent les trouver quelque part. Hein, parce que voilà, la distribution, c'est aussi une grande question. Oui. Alors, à propos de distribution, je précise que les éditions Timbat sont bien distribuées par Pollen, qui peut amener le livre dans n'importe quelle librairie de tout l'espace francophone, avec un certain délai, parce qu'il ne faut pas que les frais d'envoi soient trop chers. Ça ne passe pas par la poste, mais par prisme ou bien des cartons de libraire. Donc ça met une semaine, mais ça arrive. Il ne faut pas se décourager en se disant « Oh, c'est incommandable », c'est faux. Ça se commande dans toutes les librairies de France, des dom-toms, même du Maghreb. On a des auteurs qui habitent en Tunisie, au Maroc. Ça se commande sans problème. Il faut juste être un petit peu patient et peut-être pas trop encourager Amazon. Ça va être plus rapide, Amazon, mais ça détruit peut-être l'économie française du livre. Ça ne paye pas d'impôts en France. Il faut faire attention à la facilité. Ouais. Guillaume Basquin, merci beaucoup. Merci Carole. Pour l'histoire splendide et puis pour ta présence. Merci Lire du Dire. Ouais. Et puis Fréquence Paris Pluriel, la voix des sans-voix. Voilà.